Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver. Dans l'actualité ce jeudi, cette cérémonie de reconnaissance des retraités de Côte d'Ivoire au président de la République. Ils ont exprimé leur gratitude à Alassane Ouattara pour la prime spéciale reçue au mois de septembre. L'événement s'est déroulé au Palais de la Culture de Treichville. Nous vous emmènerons ce soir dans une visite des boulevards du Port et de Vridi. Les travaux d'aménagement et de reconstruction de ces grandes rues avancent bien. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est allé faire de lui-même le constat. Et l'envers du décor dans le canton Boho, département de Bloléquin, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les routes sont dans un état de dégradation avancée. La pluie abondante qui tombe sur la localité fait déborder les rivières et coupe les voies en deux. Les cacaoculteurs appellent à l'aide. Vous avez certainement en souvenir cette annonce du président Ouattara lors de son adresse à la nation du 6 août 2024. Il institua le 1er septembre de chaque année, et ce, à compter de septembre 2024, pour tous les retraités du secteur public et privé, une prime spéciale correspondant au tiers de leur pension mensuelle. Eh bien, après avoir reçu la première prime, les retraités de Côte d'Ivoire ont exprimé aujourd'hui leur reconnaissance à Alassane Ouattara. La cérémonie s'est déroulée au Palais de la Culture de Treichville en présence de Robert Begré-Mambé, le récit de Pierre Dipomela et Chèque Bleu. Ce sont des retraités heureux qui, très tôt ce matin, se sont massés devant l'esplanade du Palais de la Culture pour remercier le chef de l'État qui leur a accordé une prime spéciale chaque année en septembre. En effet, les seniors avaient soif d'un regard bienveillant du chef de l'État par rapport à leurs préoccupations quotidiennes. Nous, retraités de Côte d'Ivoire, issus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, avons jugé bon de dédier une journée spéciale pour organiser une cérémonie et exprimer notre reconnaissance envers Monsieur le Président de la République pour les dispositions prises pour améliorer nos conditions de vie. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, a salué cette reconnaissance des seniors à l'endroit du chef de l'État, tout en exprimant sa fierté pour leur contribution dans la construction du pays. Il y en a à qui vous donnez et ils disent c'est pas beaucoup. Il y en a à qui vous donnez, même quand c'est beaucoup. Ils oublient ce que vous avez donné et disent mais c'est normal. Ça là, est-ce que c'est bon? Le président vous a donné et vous êtes venu lui dire merci. Merci de nous donner des grandes leçons d'humilité. Et c'est pourquoi nous sommes fiers de vous. Nous sommes venus vous dire que nous sommes fiers de vous. Au-delà de cette prime spéciale, ce sont des réformes en profondeur entreprises depuis 2011 qui ont réinventé le système de protection sociale dans le pays. En raison d'un déséquilibre financier chronique, l'IPS-SEGRAE éprouvait avant 2012 d'énormes difficultés pour assurer régulièrement les prestations. Alors IPS-CNPS croulait sous le poids de déficits cumulés de 200 milliards de francs CFA entre 2005 et 2011. Nous ne sommes pas ici pour glorifier une carrière, mais pour remercier et rendre hommage à une vision éclairée de justice sociale et de solidarité nationale agissante qui place les retraités, ces bâtisseurs de la Côte d'Ivoire d'hier, au cœur de nos priorités. Dans le domaine de la protection sociale, les réformes entreprises par notre président vont bien au-delà de l'octroi d'une prime ou de l'instauration de nouveaux instruments. Nous assistons à une véritable réforme complète de notre système de protection sociale avec une approche inclusive et durable. L'augmentation de l'âge de départ à la retraite de 55 ans à 60 ans, l'augmentation des cotisations de 8 à 12% et ensuite de 12 à 14% entre 2012 et 2013. La régularisation et l'augmentation du SMIC passé de 36 607 francs CFA à 60 000 francs CFA en 2021 et la hausse du plafond de cotisation en raison de l'augmentation du SMIC en 2023, passé de 60 000 à 75 000 francs CFA, sont entre autres les réformes qui ont redonné le sourire aux salariés du privé et du public, mais aussi à ceux qui ont fait valoir leur droit à la retraite.
Dans le chapitre de la santé, intéressons-nous à l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, créé en 2023. L'IMENA se positionne déjà comme un atout majeur dans la médecine de précision. Les Ivoiriens sont invités à le découvrir et voir de plus près les grandes innovations dans le traitement de maladies compliquées. La première édition des Journées Portes Ouvertes a démarré ce jeudi et prend fin demain vendredi. Les explications de Nikema Moussa et Fulgence Kissiedou. Portes ouvertes de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. Inauguré en 2023, l'Institut de santé ouvre ses portes pour la première fois au grand public. Objectif : informer les populations sur les opportunités de la médecine nucléaire. C'est un domaine de la médecine nucléaire qui ne doit plus faire peur aux populations. On a commencé par 14 patients, après 20, après 30. Le mois dernier, on a eu 167 patients. Donc vous voyez que l'accroissement devient de plus en plus exponentiel. Ces infrastructures témoignent de l'amélioration du système de santé ivoirien, comme le témoigne le ministre Pierre Demba. En tant qu'établissement public hospitalier de troisième recours, l'IMENA joue un rôle central dans notre pyramide sanitaire. Il offre des prestations spécialisées qui ne sont accessibles qu'à ce niveau, notamment dans les domaines du diagnostic, du traitement, de la formation et de la recherche. La médecine nucléaire qui est pratiquée représente une avancée significative pour notre pays. Cette discipline médicale permet non seulement de diagnostiquer précocement des maladies graves comme le cancer, mais également de les traiter efficacement. Le nucléaire au service de la santé, c'est le thème de cette première édition qui s'étend sur 2 jours, encouragé et félicité par le Premier ministre. L'éventail des disciplines scientifiques invoquées et représentées au cours de ces journées portes ouvertes montre l'intérêt porté à la médecine nucléaire dans notre région. Toutes nos régions seront dotées très prochainement, pour certaines régions ça l'est déjà, d'hôpitaux de référence avec des équipements de pointe, sans oublier le vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements sanitaires de premier contact qui permet aujourd'hui aux populations d'être de plus en plus proches de leur centre de santé. Point marquant de ces portes ouvertes, la pose de la première pierre de l'extension des bâtiments de l'Institut. À terme, selon la directrice générale, le centre pourrait abriter plus de laboratoires et donc accueillir plus de patients. Par ailleurs, la division santé de la gendarmerie nationale est aussi en réflexion dans la cité balnéaire de Jacquesville. La 3e édition des journées scientifiques s'y déroule depuis ce matin. Au cœur des travaux, la santé mentale des hommes et des femmes de la gendarmerie, mais également la prise en charge de pathologies virales dont le paludisme et la dengue. Le reportage sur place de Thiemé Dandier et Tanguy Conan. Localité haute des 3e journées scientifiques de la division santé de la gendarmerie nationale. À l'agenda, plusieurs thématiques dont la santé mentale des agents de la maréchaussée ivoirienne. Une thématique qui impose de disposer des armes du management, du leadership et du travail en équipe. Des armes mises en épingle par le commandant supérieur du corps dans sa communication inaugurale. Si vous ne respectez pas vos subalternes, en cas de difficulté, vous allez être seul. Ils ne vont pas vous écouter. Il faut pouvoir communiquer avec ses collaborateurs, leur parler, leur dire comment vous sentez votre mission commune, vers où vous souhaitez aller, pourquoi y aller, comment y aller et pourquoi vous êtes ensemble pour y aller. Lorsque vous êtes chef et que vous pensez que vous êtes omniscient et omnipotent, ça peut susciter le désordre dans votre service. Voilà. Ça peut créer les conditions pour que d'autres personnes se renferment sur elles et qu'elles ne soient pas ouvertes et qu'elles ne vous disent pas la vérité. Si vous voulez travailler en équipe, vous devez être juste. Bien avant, la direction de la division santé livrait en jeu et attente de ces travaux scientifiques auxquels participent leurs frères d'armes des autres forces de défense du pays. Tout d'abord, la santé mentale. Ces affections sont minoritaires au sein de la gendarmerie nationale, notre institution. Toutefois, le commandant supérieur de la gendarmerie a jugé utile d'anticiper. Nos médecins seront donc outillés pour sensibiliser,
dépister précocement et prendre en charge efficacement les troubles mentaux, aussi bien chez les militaires, mais aussi les problèmes sociaux. Nous inciterons ainsi nos praticiens à revenir aux fondamentaux de la médecine, qui est avant tout une science humaine. Si on n'aime pas l'homme avec un grand H, on ne choisit pas de faire la médecine. Ces journées scientifiques, faut-il le souligner, intègrent la vision du général de corps d'armée, Alexandre Appalo-Touré, d'améliorer l'offre de soins aux gendarmes, militaires et leurs familles, ainsi qu'aux civils, lesquels doivent fréquenter les centres de santé de la gendarmerie nationale pour la qualité des soins qui y sont administrés. On en arrive à cette visite des travaux d'aménagement et de reconstruction des boulevards du Port et de Vridy. Ces travaux avancent bien, tellement bien qu'ils seront livrés beaucoup plus tôt que prévu. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier en a fait le constat. Une visite suivie par Mardoché Kouassi et Joseph Zécré. Ces travaux d'aménagement et de reconstruction des boulevards du Port et de Vridy portent sur le tronçon qui débute entre la rue des Galions et le carrefour Grand Moulin d'Abidjan, pour s'achever au niveau de la jonction avec le terminus du bus 19, à l'extrémité du boulevard de Vridy. Prévus pour durer 27 mois, ces travaux qui devaient s'achever en juin 2025 seront finalement livrés en avril de la même année, soit 2 mois plus tôt, à la grande satisfaction du ministre Amédée Kouakou. Les travaux avancent bien, nous sommes à peu près à 50% du taux de réalisation. L'entreprise est engagée à finir en avril 2025. Donc je pense que le MCC va finir en fin juin 2025, mais l'entreprise est engagée, on les encourage. Ils sont à 50%, je pense que pour les 6 mois qui restent, ils pourront terminer les autres 50%, étant entendu que tout ce qui est déplacement des réseaux ou les réseaux qui devaient rester en place ont été faits. Mais je repars très heureux parce qu'il faut que cette voie finisse rapidement pour permettre donc à tous les opérateurs économiques qui opèrent dans cette zone portuaire puissent donc faciliter leurs activités. D'un coût global d'un peu plus de 36 milliards de francs CFA, ces travaux financés par les États-Unis à travers le MCC, Millennium Challenge Corporation, offriront une fois achevés des boulevards du Port et de Vridy qui joueront un rôle crucial dans la modernisation de l'infrastructure routière d'Abidjan, contribuant ainsi à la vision d'une métropole dynamique et efficiente. Des travaux d'aménagement et de reconstruction, c'est proprement ce dont a besoin le canton Boho dans le département de Bloléquin, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les routes sont dégradées et les pluies diluviennes de ces derniers jours n'y arrangent absolument rien. Pour tout vous dire, les eaux des rivières en crue ont coupé la route en deux. La situation a des répercussions économiques puisque le département de Bloléquin devient, vous le verrez, la nouvelle boucle de cacao du pays. Au cœur de la galère des cacaoculteurs sur l'axe Bloléquin-Tinhou, un reportage en immersion de Thiemé Danger et Fulgence Kissiedou. Le canton Boho frappé de plein fouet par la montée des eaux dans le département de Bloléquin. Une situation palpable sur le tronçon Bloléquin-Médibli-Tinhou. Son linéaire, 25 km. Une voie impraticable qui se signale à moins de 2 km de trajet. De là, plusieurs autres points critiques où la conduite est des moins aisées. C'est ça même qui envoie des fuites de cacao, problème de route là même dedans. S'il n'y a pas de route pour transiter vers Bloléquin là, c'est forcé, les parents vont vendre ça derrière l'eau pour pouvoir avoir l'argent. Il n'y a pas de route pour aller prendre. Donc c'est ça même qui est à la base. Les mois de cacao là, il ne peut pas passer sur la route là. Hier même, il y a d'un coup, le camion est foncé. On ne peut pas passer. Les autres sont obligés d'appeler hier à Bloléquin. Ils sont venus à la craquette pour venir dépanner le camion là. Pour quitter ici pour aller à Tion, là, c'est dangereux. Ouais, sinon c'est très dangereux même. Ici, là aussi, quand on va sortir ici, je ne sais pas voir des Tion là-bas pour aller sortir Cadézienne pour aller à Bloléquin. Souvent, un camion peut sortir ici, il ne peut pas faire 3 jours sans sortir, sans arriver à Bloléquin et Médébri. À quelques pas de là, le fleuve sorti de son lit occupe la route. S'engage alors une partie de lutte avec la boue perdue par notre équipage. Point question d'abdiquer. La descente se poursuit à moto sur des voies d'accès difficiles jusqu'à Médibi, un bourg de stockage des produits de cette zone de forte production cacaoyère. Aujourd'hui, Bloléquin est considéré comme la nouvelle boucle du cacao. Il y a plusieurs centaines de milliers de tonnes
qui sortent de cette zone et la commune qui est au centre est approvisionnée par les différentes sous-préfectures. Et les pluies diluviennes qui viennent de s'abattre sur le département ont provoqué donc la rupture de certains ponts, carrément de certaines voies, ce qui effectivement est un problème. Et c'est une préoccupation en ce moment puisque nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la grande campagne. Cap sur Taou, chef-lieu de sous-préfecture. Même infortune pour les usagers de la route. Aux portes de Taou, l'eau dicte sa loi. Il faut alors rebrousser chemin. Même décision qui s'impose à ce cacaoculteur coincé avec sa famille. C'est la boue. Donc vraiment, si on rentre dedans, on va rester. Voilà pourquoi on est resté. On ne peut pas essayer. On voulait se retenir pour au moins attendre du bouquet, au moins une semaine après la sécheresse, si au moins le soleil peut au moins nous occuper un peu, on va reprendre encore voie. Cet état des lieux ne laisse pas indifférents autorités coutumières et politiques locales. Tous donnent de la voix. Et à un temps, on a demandé aux opérateurs économiques de la filière café-cacao de nous aider à reprofiler la route. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. Nos produits ne peuvent pas sortir. Nous aussi, nous ne pouvons même pas sortir. On interpelle toujours les partenaires de la filière café-cacao. Ils nous ont promis de reprofiler la route et on attend toujours qu'ils fassent quelque chose pour l'état de la route. Les autres années, c'est le Conseil Café-Cacao qui a appuyé certaines zones en reprofilant les voies. Et je crois qu'au regard de ce qui se passe en ce moment, puisque le Conseil Café-Cacao a un délégué de la zone, nous comptons le saisir pour que dans l'immédiat, quelque chose soit fait. Et nous allons faire en sorte que très rapidement, une solution soit trouvée pour le bien-être de nos populations. Ces leaders locaux restent confiants quant à l'aboutissement de leur lobbying et plaidoyer pour le reprofilage lourd de cette voie d'accès du canton Boho. Une zone avec des villages coupés les uns des autres en cette période de crue des rivières. Dans le reste de l'actualité, des contrôles annoncés par la Direction générale des impôts pour vérifier le prélèvement de 4% sur les courses de VTC fâchent. Les responsables des entreprises de VTC dénoncent la décision tout en arguant qu'aucun dispositif n'a été mis en place à cet effet. Pour eux, ces contrôles, vous le verrez, risquent de paralyser leur activité. Les explications de Salif Yalekoué et Joseph Zékré. La Direction générale des impôts, à travers un communiqué, annonce un contrôle de la patente transport, de la taxe sur les véhicules à moteur, bateaux de plaisance, et du prélèvement de 4% des VTC, véhicules de transport avec chauffeur. Le directeur général des impôts informe les transporteurs, les propriétaires de véhicules à moteur et de bateaux de plaisance ainsi que des véhicules de transport avec chauffeur, VTC, qu'il sera procédé du lundi 7 au mardi 15 octobre et du lundi 4 au mardi 12 novembre 2024 à partir de 8 heures à des opérations de contrôle du paiement de la patente transport, de la taxe sur les véhicules à moteur, vignettes et les tableaux de plaisance et des prélèvements de 4% sur les montants des courses à la charge des propriétaires de VTC sur toute l'étendue du territoire national. Pour les entrepreneurs des VTC, qui étaient face à la presse, cette décision de la DGI pourrait perturber leurs activités. Ils regrettent l'inexistence de mécanismes clairs. On demande à la DGI de pouvoir se rediriger vers les plateformes de mise en relation pour ne pas que notre activité soit à l'arrêt à partir de ce lundi. Nous sommes retournés vers nos partenaires qui sont les plateformes de mise en relation et nous avons essayé de laisser les consignes afin qu'elles puissent se retourner vers la DGI afin de trouver une solution. Lorsque nous avons reçu l'information qu'on devait produire un document à partir de ce lundi pour dire que les 4% étaient prélevés à la source, on a approché nos différents patrons pour leur demander de nous produire ce document-là. Et voilà que nos patrons disent qu'ils ne peuvent pas produire ce document-là. Si d'ici lundi, nous on n'a pas ce document, on ne peut pas aller affronter l'État. Donc on sera obligé de garer et d'attendre que ce document-là nous soit présenté pour qu'on puisse rouler. L'Association des entrepreneurs du VTC invite à la poursuite du dialogue afin qu'une solution consensuelle soit trouvée. Leur vœu, que les responsabilités de collecte et de justificatif du prélèvement soient clarifiées et que les VTC ne soient pas pénalisés. Le prix d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques a livré son verdict. L'Office ivoirien des chargeurs remporte le super prix. La cérémonie de distinction s'est déroulée au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Faltia Koulibaly. Organisé par la DGPE, Direction générale du portefeuille de l'État, cet événement, qui est à sa 6e édition,
vise à encourager les efforts pour améliorer les performances des entreprises financées par l'État. En instaurant ce prix, c'est le mérite et l'excellence que vous avez placé au cœur de votre action durant ces 6 dernières années et encore pendant les prochaines années. Ce prix, Monsieur le ministre, est devenu au fil des années une véritable vitrine de la promotion de l'excellence, mais également un engagement collectif envers l'amélioration continue de la gestion des entreprises publiques. Ce sont au total 10 entreprises qui ont été récompensées parmi 52 nominés. Le super prix, doté d'un trophée d'une enveloppe de 10 millions de francs CFA, a été remporté par l'Office ivoirien des chargeurs, OIC. Le prix est pour nous vraiment une consécration de tous les efforts que nous avons eu à fournir. L'Office ivoirien des chargeurs n'a fait qu'accomplir la mission qui lui a été assignée par le gouvernement, c'est-à-dire travailler pour tout ce qui est de résoudre les problèmes de fluidité portuaire, maritime, aéroportuaire et ferroviaire. Cette initiative dénote de la volonté du ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques de promouvoir la bonne gouvernance et la performance au sein des entreprises publiques. Les entreprises publiques sont des instruments essentiels pour la mise en œuvre de la politique économique et sociale du gouvernement. Nous célébrons aujourd'hui le travail remarquable des femmes et des hommes engagés dans ces entreprises qui font des bonnes pratiques de gouvernance une réalité. À la fin du mois de décembre 2023, le portefeuille de l'État comptait 87 entreprises pour un chiffre d'affaires global de 7 792 milliards de francs CFA. En religion, à peine le Hajj 2024 terminé que les organisateurs pensent à la future édition. Mais avant, un séminaire bilan s'est ouvert ce jeudi. Toutes les parties prenantes dans l'organisation du pèlerinage musulman y prennent part. Ce séminaire, vous le verrez, a pour objectif de déceler les failles de la dernière édition. Les précisions de Nikema Moussa, Fulgence Kissiedou. Après l'organisation de l'édition 2024 du pèlerinage à la Mecque, place au bilan du comité d'organisation ivoirien. Pour ce faire, un séminaire regroupant les responsables étatiques et communautaires s'est ouvert sous le thème « Engagement pour une organisation résiliente et performante du Hajj ». Aujourd'hui, je peux vous dire avec satisfaction que nous avons fait du mieux que nous avons pu. Chaque entité a travaillé avec détermination, donnant le meilleur d'elle afin de rehausser davantage les standards en termes d'organisation imprimés par la mission Hajj de Côte d'Ivoire. Au nom de la communauté musulmane, l'imam Moumine Ouattara a salué les parties prenantes et adressé ses vœux pour une prochaine édition encore plus réussie. Le Cheikh Aïma étant empêché, me charge de venir vous féliciter, vous les acteurs du Hajj, et vous dire merci pour vos efforts consentis dans l'organisation du Hajj et demander à chaque acteur du Hajj d'augmenter l'effort pour que nous puissions garder notre rang dans l'organisation du Hajj. Placées sous la présidence du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ces assises ont pour but de jeter un regard rétrospectif sur le déroulement des activités menées dans l'organisation du pèlerinage. Ce séminaire, loin d'être une formalité, constitue un exercice d'une grande importance, dans la mesure où il vise à remettre toujours le métier à l'ouvrage. Elle doit permettre également une meilleure articulation des actions des principaux acteurs dans la perspective de l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Au terme de l'édition 2024, sur 7000 pèlerins du contingent étatique, ce sont 6958 candidats qui ont été convoyés en Terre Sainte. En ce qui concerne les opérateurs privés, sur un quota de 3000, ce sont 2475 pèlerins repartis entre 17 agences de voyage qui ont été inscrits et convoyés en Arabie Saoudite. Toutefois, le contingent a été endeuillé par 8 décès. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Retour de l'information à 12h50 ce vendredi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.